Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de votre fidélité à 28 minutes samedi. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où nous allons disséquer ce soir le quinquennat d'Emmanuel Macron avec le philosophe et historien Marcel Gauchet. Marcel Gauchet a animé longtemps la prestigieuse revue Le Débat. Eh bien, ça tombe bien, débattre, ça nous connaît à 28 minutes samedi. On va d'ailleurs aussi se plonger dans l'actualité de la semaine. Tout de suite, on jette un coup d'œil au sommaire. Notre premier dossier porte sur la crise qui secoue l'Église de France après la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels commis en son sein pendant 70 ans. 216 000 mineurs victimes de prêtres et de religieux et des décennies de silence et de complicité de la part de leur hiérarchie. Alors pour surmonter ce séisme qui frappe le clergé, l'Église peut-elle faire sa révolution ? Comment ce rapport sur la pédocriminalité dans l'Église en France a-t-il été perçu à l'étranger ? Puis nous nous pencherons sur le dossier de la défense européenne, un chantier qui n'avance guère malgré les efforts d'Emmanuel Macron pour convertir ses partenaires. Cette semaine, un sommet des 27 consacré à l'élargissement aux Balkans a illustré ses réticences. Les pays baltes et certains pays de l'Est continuent de ne jurer que par l'OTAN et le parapluie américain. La défense européenne est-elle une chimère inaccessible ? On en débattra. On s'attaque désormais à l'actualité de la semaine. Pour cela, nous accueillons deux journalistes. Bonsoir Mariam Pirzadeh. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste franco-iranienne à France 24. Et à vos côtés, bonsoir Juan José Dorado. Vous êtes correspondant espagnol à Paris et vous collaborez notamment au groupe de presse La Région. Merci Nadia. Je suis désolé, j'ai fait allemand LV1, donc merci Nadia. Je vous ai sauvé. Buenas tardes. Bienvenue à tous les deux. Tout de suite, nous allons attaquer notre premier sujet d'actualité. Nadia, ce premier sujet, c'est donc ce rapport, le rapport d'une commission indépendante sur les abus sexuels sur mineurs commis au sein de l'Église de France. Oui, nous avons tous vu cette semaine la grande émotion et aussi la détermination du président de cette commission, Jean-Marc Sauvé, avec ces chiffres qui ne suffisent pas à dire l'ampleur de la souffrance et de la douleur des victimes, mais qui sont tout à fait vertigineux et terribles. Ce rapport de 485 pages, qui est basé sur 6500 témoignages, établit donc le fait qu'en 70 ans en France, 216 000 mineurs au minimum ont été victimes de prêtres pédophiles. Mariam Pirzadeh, ce rapport, il pointait également le caractère systémique des violences sexuelles dans cette institution qu'est l'Église. Si c'est un système, c'est-à-dire qu'il faut renverser le système, ici oui, comment ? En tout cas, le choc de ces chiffres doit faire agir le Vatican. Je regardais la réaction qu'a eu le pape lorsqu'il y a eu les révélations en Pennsylvanie il y a 3-4 ans, en Irlande également, parce que ces commissions, elles ont eu lieu dans ces pays-là. Il a eu les mêmes mots. C'est la honte. J'ai honte pour l'Église. Mais qu'est-ce qui a été fait en 3-4 ans ? Pas grand-chose. Donc, ce qui est choquant, c'est aussi que c'est à l'intérieur de l'Église qu'ont été... c'est juste après la maison, en fait. Juste après le cercle familial. Voilà, le cercle familial. Donc, c'est-à-dire que les familles avaient confiance dans ces hommes d'église. Il faut renverser oui et non, il faut changer les choses. D'ailleurs, la commission préconise 45 propositions, notamment d'indemniser les victimes, de reconnaître ces victimes et de former aussi ces nouveaux prêtres. Donc, il faut que ces propositions, effectivement, soient lues et acceptées par le Vatican. Juan José Dorado, elle est réformable, l'Église ? C'est-à-dire que c'est un système, effectivement, une institution qui peut se changer, qui peut se réformer profondément, en profondeur, ou est-ce qu'elle est quasiment immuable ? Elle peut changer, c'est la réalité, parce qu'on voit petit à petit qu'il y a des changements, notamment avec le pape François. On a commencé à parler du rôle des personnes divorcées à l'intérieur de l'Église, des couples homosexuels. Donc, on parle, mais on commence, ne fait pas. voilà, on commence à aborder un certain nombre de sujets. On pourrait imaginer une sorte de concile Vatican III, justement. Ça serait déseable, souhaitable que ça existe, mais c'est vrai que l'Église, c'est comme l'armée, donc c'est pyramidal, c'est hiérarchisé, donc on doit l'obéissance et les silences, et ça va être très compliqué de la réformer, mais il est certain que les temps ont changé. On a commencé à préparer des rapports, que ce soit en France, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis, en Australie, etc. Et donc tout ça doit quand même à un moment donné déboucher sur quelque chose. Alors aujourd'hui, ça va très lentement, c'est comme en diplomatie, ça va très lentement, mais il est certain qu'à un moment donné, ou bien ça change, ou bien l'Église se verra donc renversée justement par les peuples,
par les fidèles, par ceux qui croient encore en l'Église. Justement, vous l'évoquiez à l'instant, Juan José Dorado, il n'y a pas que la France qui a été touchée, concernée, frappée par ces scandales d'abus sexuels. Il n'y a pas qu'en France d'ailleurs que l'Église a mené une enquête sur ces comportements. Et oui, vous en parliez à l'instant, bien sûr, on pense tout de suite à 2002 et scandale de pédophilie dans l'Église américaine révélé par le Boston Globe, et le monde entier a découvert cette affaire, notamment au film oscarisé Spotlight, vraiment qui a eu beaucoup de succès. Comment un cardinal du Massachusetts avait couvert des prêtres pédophiles. Le travail d'enquête d'ailleurs à ce sujet continue, puisqu'un rapport d'août 2018 évoque 300 prédateurs au sein de l'institution religieuse en Pennsylvanie. Des affaires spectaculaires, notamment par le traumatisme qu'elles ont provoqué au Chili, en Irlande, en Allemagne. D'ailleurs, en Allemagne, où en 2018, un consortium de chercheurs a recensé le cas de 3677 enfants abusés par des religieux depuis 1946. Mais vous l'avez dit, l'enquête la plus poussée s'est déroulée en Australie entre 2013 et 2017. Et le chiffre est terrible puisqu'elle révèle que 7% des prêtres australiens auraient commis des actes pédocriminels pendant 60 ans. Alors des commissions indépendantes pour dire la vérité, tous les pays ne sont pas encore prêts à ça. On pense notamment à la Pologne, ou comme en Italie, où se trouve le Vatican, ces affaires se règlent à l'intérieur de l'Église, de pays très catholiques qui font face également à des révélations sur des agressions sexuelles de la part de prêtres, mais étrangement assez fermés à une véritable confession. Alors Juan José Dorado, l'Espagne est également un pays très catholique. Comment sont traités ce genre d'affaires ? Alors déjà, la première des choses, c'est que l'Église essaye de minimiser. Et elle ne parle de ces affaires que quand elle est vraiment poussée au bout et qu'elle est obligée de le faire. Ça a été le cas il y a 3 ans quand un grand quotidien espagnol a mis à disposition un mail pour recueillir des témoignages. C'est à ce moment-là que l'Église espagnole nous a sorti un rapport nous disant qu'à peu près 200 prêtres espagnols, les noms des 200 prêtres espagnols avaient été communiqués au Vatican. Mais sinon, elle tend à minimiser en disant que de toute façon, les abus à l'intérieur de l'Église, c'est une infime partie sur l'ensemble des abus sexuels dans la société espagnole. Et donc, ce n'est qu'en les poussant à bout qu'elle va parler. Mais elle nie systématiquement que ça soit un problème pour l'Espagne. Et nous, on se pose la question, pourquoi il peut y avoir des milliers de victimes aux États-Unis, en France, en Australie, en Irlande, et juste quelques centaines en Espagne, ça n'a pas de logique. Marcel Gauchet, vous avez écrit jadis que le christianisme c'était votre formule, la religion de la sortie de la religion, en ce sens qu'elle permettait la laïcisation, que c'était l'ouverture de la laïcisation. On a vu dans un certain nombre de réactions de responsables du clergé, on peut penser aux propos de Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, qui a évoqué le secret de la confession, qu'il a placé au-dessus des lois de la République. Ce propos a d'ailleurs fait polémique et il devra aller en discuter avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mardi prochain, place Beauvau. Est-ce que ça veut dire que, pour autant, le catholicisme, en tout cas selon certains de ses représentants, a peut-être parfois un peu du mal justement à s'insérer dans une société laïque comme la France aujourd'hui ? Je crois que l'Église, depuis fort longtemps, l'Église catholique a beaucoup de peine à suivre le mouvement du siècle. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Au XIXe siècle, son grand acte intellectuel a été un manifeste anti-moderne, bien oublié aujourd'hui, qui s'appelait le syllabus. Et je crois que sur le plan des mœurs, nous en sommes là, on n'est plus sur le plan de la doctrine, où ces questions ont été résolues très douloureusement. Mais sur le plan des mœurs, je crois que le décalage demeure. Et il y a quelque chose de paradoxal. L'Église catholique, en France singulièrement, qui est un des pays les plus laïques du monde, il ne faut pas l'oublier, est en déclin dans ses capacités d'influence sur la société. Et le paradoxe, c'est que cela favorise le courant le plus conservateur à l'intérieur de l'Église. Parce que ceux qui restent sont les plus traditionnels. Si l'Église catholique en France était branchée sur la vie de la société, elle aurait une capacité de changement bien supérieure. Mais justement, c'est un entre-soi. C'est du séparatisme ? Presque. C'est une forme de séparatisme contre lequel le gouvernement... À la différence près que ça ne s'organise pas de la même façon que ce qu'on met généralement sous ce mot à propos des musulmans. Mais il y a quelque chose, c'est un séparatisme culturel, beaucoup plus qu'un séparatisme social. Les catholiques sont totalement immergés dans la société française. Mais sur le plan culturel, il y a une aile séparatiste dans le catholicisme. Et le propos qui, je crois, semble être capable de justifier, mais me semble-t-il, est une maladresse. Surtout. Essayer de s'en expliquer. Oui, la réponse est simple. C'est quelque chose de très important, surtout dans le contexte des disputes autour du problème laïque que nous connaissons. La clarification s'impose de la part de l'Église et de ses responsables.
si le secret de la confession est reconnu par les institutions de la République, c'est les institutions de la République qui le reconnaissent. Donc, c'est elles qui ont la supériorité sur une pratique religieuse qui est parfaitement admise par la République. Alors, on va maintenant se pencher sur le sommet Afrique-France qui s'est déroulé hier à Montpellier. C'est notre temps fort en images de la semaine, un sommet où Emmanuel Macron avait choisi de n'inviter aucun chef d'État du continent africain, mais uniquement des représentants de la société civile africaine, des associations, des entrepreneurs et 1 millier de jeunes. C'est à eux qu'il a choisi d'adresser ce message. Nous n'avons pas choisi notre histoire et notre géographie, y compris les pages les plus tragiques, les responsabilités qu'il ne faut pas occulter. La question qui nous est posée, c'est comment on embrasse et on bâtit notre avenir. Un pays comme la France, qui a cette histoire si particulière, a d'abord et avant tout une responsabilité, un devoir. C'est de répondre aux aspirations et aux demandes de la jeunesse africaine et à ce qu'elle nous demande de faire. Alors, contourner les régimes pour échanger directement avec la société civile, est-ce que c'est un bon moyen de tourner la page de la France-Afrique et d'inventer un nouveau lien avec l'Afrique, ou au contraire, est-ce que cette méthode risque d'affaiblir un peu plus certains États africains déjà mal en point? Mariam Pierzadeh. Alors, il a missionné un intellectuel camerounais qui s'appelle Achille Membe pour justement connaître la vision de cette jeunesse africaine sur la relation avec l'Afrique. Et ce qui apparaît très clairement, c'est que cette jeunesse, elle reproche à la France de soutenir les tyrannies, de soutenir les dictatures. Et c'est pour ça aussi qu'il a voulu s'adresser directement à eux. Et lorsque vous regardez son déplacement au Burkina Faso, à Ouagadougou, c'était il y a 4 ans, c'est exactement ce qu'il leur dit à ces jeunes. Il y a un problème de climatiseur, c'est pour ça. Ça a fait le tour du monde. Octobre 2017, effectivement, le discours fondateur sur l'Afrique. Lorsque les étudiants lui disent, regardez, nous, dans la fac, on n'a pas de clim et tout ça, il dit, mais je ne suis pas votre président, il est là, vous vous adressez à moi comme si j'étais encore une présence coloniale. Et d'ailleurs, le président est parti, il a quitté la salle. Donc c'est ce sentiment aussi qu'il essaye de partager avec cette jeunesse. Il y a eu un certain nombre de signaux assez positifs de la part de la France, et puis il y a des signaux contradictoires aussi. On se rappelle d'Emmanuel Macron accourir aux obsèques du président tchadien Idriss Déby, adouber son fils également. On se souvient d'une autre maladresse, je ne sais pas si on peut dire les choses ainsi, quand il avait parlé de la démographie africaine. Quels signaux est-ce qu'il envoie finalement au juste? Est-ce qu'il n'y a pas une grande contradiction, Juan José Dorado? Il y a de la contradiction, forcément. Est-ce qu'il est clair avec ce qu'il dit? Il veut être clair. Il a essayé d'être clair hier avec les jeunes. Mais attention à ne pas créer des fausses expectatives. Parce que de toute façon, la France, je veux bien qu'elle essaye d'amadouer les jeunes. Parce que c'est eux qui vont gouverner les pays africains dans les années à venir. Mais aujourd'hui, la France doit aussi défendre ses intérêts sur le continent. Parce qu'il y a des puissances étrangères qui arrivent. On parle de la Russie, on parle de la Chine. Et pour ça, elle a besoin de parler aux jeunes, mais surtout, elle a besoin aussi d'amadouer les différents gouvernements africains, qu'ils soient plus ou moins démocratiques, qu'ils soient plus ou moins légitimes. Donc des signaux contradictoires, ça a toujours existé, ça existe et ça va continuer à exister. Et dans l'attitude d'Emmanuel Macron, puisque c'est le cœur de votre sujet, justement, Marcel Gauchet, est-ce qu'il y a aussi une dimension générationnelle? Il est né en 1977, bien après, justement, les périodes coloniales. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles il a essayé, parfois maladroitement, parfois peut-être pas en allant suffisamment loin, mais de tourner un certain nombre de revenir sur un certain nombre d'événements passé? On peut penser au génocide rwandais, à la reconnaissance de la responsabilité, en tout cas d'une partie des responsabilités de la France. On peut penser évidemment au rapport à l'Algérie, un certain nombre de gestes, ou à la restitution d'œuvres d'art encore au Bénin hier. Emmanuel Macron cherche sa voie sur un terrain extrêmement difficile, et parce qu'il n'est en rien l'héritier de cette politique française qui s'est mise en place sous le général de Gaulle. Il est trop jeune pour ça. C'est une question de génération également. C'est une question de génération et c'est une question de sentiment personnel, très vraisemblablement. Et d'où des embardées verbales, comme à propos de l'Algérie tout récemment, où en fait, c'est le problème de Macron en général, il ne parle pas en tant que président, mais en tant que personne privée, en disant ce qu'il pense. Et je pense que du point de vue des chefs d'État africains, son initiative va être reçue de façon assez mélangée. Oui. Hein. C'est accepté apparemment. Ils ont compris parce qu'ils sont quand même en contact régulier avec Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Donc, il n'a pas fait ça par intuition subite. C'est une démarche construite. Mais là où on bute, au-delà de ses bons sentiments et de ses manières de procéder sur le vraie question, c'est l'avenir politique de l'Afrique.
Parce que c'est très bien de s'occuper des sociétés civiles avec l'idée magique que les sociétés civiles finissent par arriver au pouvoir, mais les racines de cette politique africaine et de ces despotismes en tout genre, et profondément corrompus, qui dominent sur le continent, il va bien falloir le résoudre, parce que c'est la clé. On le sait, là-dessus, il y a un consensus chez tous les experts en développement, dont je ne suis pas, mais qui me paraît de bon sens, c'est que c'est dans les institutions et la capacité de mettre en place des institutions publiques fonctionnelles que se situe la clé du développement de l'Afrique. On va continuer notre petit tour de l'actualité en revenant sur notre continent avec un autre sujet d'actualité de la semaine. Nadia, c'est le vaste chantier de l'autonomie de défense européenne qui est toujours en travaux. Oui, il y a beaucoup à faire. En effet, en tout cas, il y a eu 2 événements majeurs sur le plan de la diplomatie européenne. 3 semaines après la crise des sous-marins dont la France peine à se remettre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été reçu, c'était mardi à Paris, par Emmanuel Macron. Donc, il semble que les jalons de la réconciliation aient été posés. Ça n'a pas empêché le président français, le lendemain, lors du sommet Union européenne-Balkans, dont on va parler dans un instant, d'avancer à nouveau son concept de souveraineté européenne. Mariam Pirzadeh, les 27 peuvent-ils se mettre d'accord sur cette Europe de la défense que Macron appelle désespérément de ses voeux depuis un certain nombre de mois? Alors les pays de l'Est sont un peu plus réticents, l'Allemagne aussi. En tout cas, la défense européenne, c'est la manière qu'il a trouvée et qu'il a choisie pour expliquer, trouver une solution à cette humiliation, parce que c'est un camouflet pour la France, c'est un camouflet pour l'Europe. Et d'ailleurs, quand vous voyez, lorsqu'il se passe, quand cette crise arrive il y a 3 semaines, il y a eu très très peu de réactions européennes. Oui. Elles ont tardé. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est entretenue avec Joe Biden, mais sur demande de Joe Biden. Donc c'est même pas elle qui a pris les devants. Et donc d'ailleurs, Joe Biden a dit il faut que l'Europe construise aussi sa défense avec l'OTAN. Et donc, c'est compliqué parce qu'il y a des critiques aussi en Europe, au sein de l'Europe, sur l'OTAN, sur l'avenir de l'OTAN. Vous regardez, et je finis sur ça, tous les partis politiques français, quand s'est passée cette crise-là, ont remis en cause aussi l'appartenance de la France à l'OTAN. Et Juan Dorado, où se situe justement l'Espagne dans cette affaire de défense européenne? À côté de la France. À côté, Donc, toujours. à côté de la France. L'Espagne. Par principe. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères qui a rencontré Blinken mercredi à l'OCDE, lors du sommet ministériel, a insisté sur le fait qu'effectivement, il faut une autonomie stratégique et que pour ça, la seule chose, c'est de travailler avec la France, travailler avec l'Allemagne, travailler avec l'Italie, qui sont des pays qui sont favorables. Ce qu'on dit de toute façon, c'est que c'est simple, c'est qu'il faut cette autonomie stratégique, mais cette autonomie stratégique ne veut pas dire qu'on va tourner le dos aux États-Unis. C'est l'allié naturel. Mais il est clair depuis l'administration Trump que les pays européens doivent construire sa propre défense européenne, et il y a quand même des possibilités qui sont là et qu'on pourrait voir peut-être dans les années à venir. Marcel Gauchet, on l'a encore vu cette semaine avec le sommet des 27 qui s'est tenu en Slovénie. Il y a toujours la même question de fond sur le fonctionnement et l'avenir de l'Union européenne qui se pose, aux 27 en l'occurrence, puisqu'il y a des États qui frappent à la porte et qui veulent rentrer aussi, qui sont candidats pour entrer dans l'Union européenne. Sauf que faut-il mieux élargir justement et accueillir de nouveaux membres pour éviter notamment peut-être qu'ils se dressent d'une façon ou d'une autre justement contre l'Union européenne, ou au contraire, vaut-il mieux approfondir, aller plus loin en étant moins nombreux, parce que l'élargissement parfois participe un peu plus de la dilution des pouvoirs de l'Union européenne. C'est plus qu'une dilution. On arrive à une situation d'arthrose prononcée, justifiant une opération. Donc il faut arrêter de s'ouvrir, il faut arrêter d'élargir l'Union européenne? Je ne sais pas. Mais là, il y a un motif très précis dans l'élargissement vers les Balkans, qui est la crainte de la Chine, qui cherche à s'introduire. Et qui est déjà bien présente en Serbie, notamment. Ouais. Par les vaccins, en Serbie notamment. Bien sûr. Voilà. Donc il y a un intérêt stratégique européen à contenir l'entrisme chinois sur le continent par ce canal, avec l'idée qu'une fois que ces pays seront à l'intérieur de l'Union européenne, il sera plus facile de contrôler cette dépendance envers la Chine qui est en train de s'esquisser à l'Est. Mais est-ce qu'on ne peut pas redouter non plus un scénario à la turque, c'est-à-dire c'est un pays à qui on a promis qu'on allait le faire entrer dans l'Union européenne, on ne l'a pas fait et on voit que ça l'a radicalisé d'une certaine manière et surtout que ça l'a poussé à nouer d'autres alliances, parfois en notre défaveur à nous. Dans le cas turc, la grande difficulté est de savoir quel est le poids réel de ce facteur européen. Ouais. Je pense qu'il y avait des forces endogènes qui poussaient dans le sens de... Mais la Turquie parle d'humiliation. Elle s'est sentie humiliée. C'est un argument... Vous pensez qu'il y a aussi une instrumentalisation par je pense d'ailleurs que c'est ressenti comme tel. Ouais. Mais justement,
Le problème des Balkans est très différent, ne serait-ce que pour une raison très bête, qui est la taille de la Turquie. Mariam C'est Perzadeh. 80 millions d'habitants ou plus, on n'en sait trop rien. C'est évidemment un poids majeur dans l'Union européenne qui pose de gros problèmes qu'on aurait pu anticiper avant. Mariam Perzadeh. La Turquie se sent mêlée, certes, mais elle s'en sert aussi comme une arme géopolitique. Elle fait pression aussi sur la route migratoire avec cette adhésion de l'Europe. L'Europe verse des milliards à la Turquie pour empêcher justement les migrants d'arriver en Europe. Donc elle s'en sert aussi à son avantage. Il y a des fins politiques intérieures. Et Juan José Dorado, est-ce que l'OTAN, justement, dans ce contexte-là, on se souvient qu'Emmanuel Macron, il y a 2 ans à peu près, elle avait jugé que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Est-ce que l'OTAN demeure une alternative crédible, justement, à la stratégie européenne de défense autonome? Donc, pas une alternative, c'est un complément à cette stratégie de défense autonome. On peut bâtir une défense autonome européenne On peut le faire. tout en Déjà, étant il dans faut que l'OTAN. l'Union européenne se mette d'accord, puisque tous les pays, C'est pas tous les gagné, pays, non, mais tous les pays de l'OTAN n'appartiennent pas à l'Union européenne et vice-versa. Donc il faut qu'elles se mettent d'accord. Mais nous avons déjà le livre blanc qui va être présenté au mois de novembre, qui va être donc étudié par les chefs d'État au mois de décembre. Et puis il y a la réunion de l'Alliance Atlantique qui aura lieu l'année prochaine en Espagne. Donc on a encore un an devant nous justement pour avancer. Et puis n'oublions pas, il y a quand même l'embryon de la brigade franco-allemande à Strasbourg qui pourrait être le début de cette force d'action rapide dont on parle depuis plusieurs années. Eh ben voilà, quelques lueurs d'espoir. Quelque chose me dit qu'on aura l'occasion d'en redébattre, que les travaux ne vont pas effectivement s'achever tout de suite. Le chantier va continuer. Vous viendrez bien volontiers en débat de nouveau sur ce plateau. Et puis on vous fera revenir aussi, Marcel Gauchet, pour que vous constatiez l'état d'avancée des travaux. Vous restez avec nous, Marcel Gauchet. Merci à vous deux d'être venus débattre.